Je suis assise dans le salon de mes parents, perchée sur le bord du fauteuil à fleurs qui occupe la même place depuis 20 ans. Les lumières de Noël scintillent à travers les fenêtres, se reflétant sur les photos de famille encadrées qui bordent les étagères en acajou, des images de vacances, de remises de diplômes et de célébrations, où mon sourire n'atteignait jamais tout à fait mes yeux. La cheminée crépite, envoyant à travers la pièce une chaleur qui ne pénètre pas le froid qui s'installe dans ma poitrine. Le cri aigu de Juliette perce l'air alors qu'elle déchire une petite boîte emballée dans du papier doré. Maman. Papa. C'est exactement ce que je voulais. 4 000 €. Vous n'auriez pas dû. Elle sort un sac Chanel Timeless de couleur crème, le caressant comme un nouveau-né. Le logo du créateur capte la lumière alors qu'elle sautille sur ses genoux, 26 ans se comportant comme si elle en avait 16. Maman rayonne. Seulement ce qu'il y a de mieux pour notre petite fille. Papa hoche la tête, satisfait. Tu le mérites, princesse. La pièce devient silencieuse alors que je déballe soigneusement mon cadeau, une petite enveloppe scellée avec un autocollant en forme de flocon de neige. Mes doigts ne tremblent pas encore. Ils se sont entraînés à cela. À l'intérieur, une carte en papier à 2 € avec des montagnes aux sommets enneigés et le message imprimé, meilleurs vœux. Pas de mots manuscrits. Pas de carte cadeau. Pas de chèque. Mon visage reste impassible tandis que quelque chose au plus profond de moi se brise. 29 ans d'espoir s'effondrent en un instant. De l'autre côté de la pièce, tante Marguerite croise mon regard. Sa bouche s'entr'ouvre légèrement, l'horreur traversant ses traits avant qu'elle ne reprenne contenance. Elle sait. Elle voit. Papa regarde sa montre en tripotant le bracelet. La circulation sera mauvaise si nous ne partons pas pour le restaurant avant 7 heures. Maman se dépêche de resservir le lait de poule de Juliette, évitant mon regard avec une aisance bien rodée. Regardez comme le cuir capte la lumière, annonce Juliette, paradant dans le salon avec son nouveau trésor. Il va avec tout ce que je possède. Mes mains finissent par me trahir. Un léger tremblement alors que je plie soigneusement la carte et la glisse dans ma poche. Un souvenir d'invisibilité. Plus tôt dans la journée, je me tenais dans mon modeste appartement de Lyon, emballant des cadeaux que j'avais choisis avec un soin douloureux. Mon salaire d'enseignante de 52 000 €, mis à rude épreuve entre les prêts étudiants et le loyer, mais j'avais économisé pendant des mois pour ce jour. Le foulard en soie italienne pour maman, 165 €, emballé dans du papier argenté avec un nœud que j'avais refait 3 fois pour qu'il soit parfait. Elle adorera le motif bleu, avais-je murmuré en lissant les bords. Le stylo Waterman pour papa, 135 €, gravé de ses initiales, niché dans une boîte en velours. Il avait mentionné avoir besoin d'un nouveau pour ses réunions avec les clients. Le livre d'art rare pour Juliette, 110 €, emballé avec un mot manuscrit sur l'exposition que nous avions promis de voir ensemble. Une promesse de sœur jamais tenue. Peut-être que ce Noël sera enfin différent, avais-je dit à mon reflet en appliquant mon mascara, en prenant soin de ne pas le faire couler. L'espoir, cette mauvaise herbe tenace, fleurissant encore après des décennies de gel. Maintenant, je suis debout, lissant ma jupe tandis que la famille continue de célébrer autour de moi. Juliette prend des photos de son sac pour Instagram. Papa se verse un autre cognac. Maman dispose des biscuits sur un plateau vintage. Je crois que j'ai besoin de prendre l'air, dis-je, ma voix stable malgré le tremblement de terre dans ma poitrine. Personne ne lève les yeux, sauf tante Marguerite, qui traverse la pièce et me touche l'épaule. Ses doigts appuient fermement, un code morse de compréhension. Tu n'as pas tort, murmure-t-elle. Tu mérites tellement plus. Je hoche la tête une fois, la gorge serrée, et je prends mon manteau dans le placard du couloir. La laine gratte mes poignets alors que je le boutonne méthodiquement, du bas vers le haut. Personne ne remarque que je sors par la porte d'entrée, laissant le dîner inachevé. Le silence profond me suit le long des marches du porche, à travers l'allée glacée, jusqu'à ma voiture saupoudrée de neige fraîche. Le trajet jusqu'à l'esplanade de Fourvière dure 12 minutes. Je me gare face au point de vue, les lumières de Lyon s'étalant en contrebas comme des étoiles tombées. La ville continue ses rythmes de la veille de Noël, inconsciente des veillées solitaires en voiture et des traditions brisées. Quand suis-je devenu si invisible pour eux? Les mots embuent le pare-brise, des questions sans réponse. Je sors la carte de ma poche, pas seulement du papier mais un symbole de rejet de toute une vie, 29 ans d'espoir d'un amour égal compressé dans une salutation de masse. Mes larmes coulent enfin librement, traces chaudes sur des joues froides. 29 ans à espérer un amour égal, et maintenant je vois qu'il ne viendra jamais.
Les lumières de la ville se brouillent à travers mes larmes, se transformant en aquarelles tachées contre la nuit. Je me demande combien d'autres sont assis seuls ce soir, serrant la preuve de l'incapacité de leur famille à les voir. Vous êtes-vous déjà senti invisible pour ceux qui devraient vous voir le plus clairement? Un mois s'est écoulé en silence, seulement des appels occasionnels de ma famille, pourtant ma tante appelle souvent pour prendre de mes nouvelles. Un mardi après le travail, j'étale des albums photos sur le sol de mon salon, la lumière du soleil de janvier luttant à travers la couverture nuageuse perpétuelle de Lyon. Un mois depuis Noël. Un mois depuis la carte à 2 €. Élise Dubois, fouille archéologique, je murmure, traçant du doigt une photo de mon 13e anniversaire. Un gâteau de supermarché est posé devant moi, le glaçage légèrement fondu sous les lumières de la cuisine. Mon sourire a l'air répété. À côté, je place une autre photo, les 16 ans de Juliette à l'hôtel Intercontinental, Hôtel Dieu, des lustres en cristal scintillant au-dessus d'un gâteau personnalisé à 3 étages. Le bras de papa est drapé sur ses épaules tandis que maman ajuste le nouveau collier de perles de Juliette. Je n'avais jamais réalisé avec quelle méthode j'avais documenté ma propre effacement. Les lettres d'acceptation à l'université, conservées dans des pochettes en plastique, la mienne pour l'université Lyon 2 avec une bourse d'études complète. Leur note agrafée dans le coin, tu devras travailler à temps partiel pour tes dépenses. Celle de Juliette pour l'école de mode avec leur message griffonné, nous sommes si fiers. Ne t'inquiète de rien d'autre que de tes études. Mes doigts tremblent en tournant vers mes photos de remise de diplôme. Maman et papa arrivant 20 minutes avant la fin de la cérémonie, papa regardant sa montre à plusieurs reprises. Désolé d'être en retard, chérie. Le défilé préliminaire de Juliette nécessitait notre attention. Maman avait lissé mon col, laissé du rouge à lèvres sur ma joue et demandé quand je prévoyais de commencer à chercher un emploi. Les preuves m'entourent comme les artefacts archéologiques d'une civilisation construite sur le déséquilibre. J'ouvre le tiroir de mon bureau et sors un grand livre relié en cuir. À l'intérieur, des colonnes de chiffres retracent des années d'autosuffisance, des relevés de prêts étudiants totalisant 23 000 € malgré un travail de 20 heures par semaine à la librairie du campus pour 11 € de l'heure. Une impression d'un courriel de papa, désolé, nous ne pouvons pas t'aider avec ta caution d'appartement en ce moment. À côté, une coupure de journal sur l'école de mode de Juliette. Frais de scolarité, 35 000 € par an, plus 18 500 € pour son programme d'études, essentiel, à Milan. Les chiffres brûlent ma vision comme des enseignes au néon accusatrices. Mon relevé de loyer actuel, 1 100 € par mois pour un appartement d'une chambre avec un chauffage peu fiable. La publication Instagram de Juliette sur son nouvel appartement de luxe en centre-ville, béni soutien familial. Loyer, 2 600 €, entièrement financé. Mon téléphone vibre. Je l'ignore, me concentrant plutôt sur une pile de cartes d'anniversaire de la famille. L'écriture de maman sur plusieurs années. Élise. Je récupère mon journal de ma table de chevet et y place soigneusement la carte. En dessous, j'écris en lettres délibérées, la dernière fois que je m'en dirai de l'amour. Mon téléphone vibre à nouveau avec une notification de discussion de groupe familial. J'ouvre les paramètres et le mets en silencieux. Fait. Un autre texto de maman, dîner décontracté dimanche. Ton père fait griller des steaks. Je tape, désolé, j'ai des projets. Pas d'excuses élaborées, pas de promesses de reporter. Juliette appelle ensuite. Élise, peux-tu m'aider à déménager dans mon nouvel appartement le week-end prochain? Maman et papa sont occupés avec une histoire de finances. Mon doigt plane sur l'écran. L'ancienne Élise aurait réorganisé son emploi du temps, serait arrivée avec du café et des beignets, aurait passé des heures à assembler des meubles Ikea pendant que Juliette dirigeait depuis la touche. Je ne suis pas disponible, je réponds par texto. Bonne chance pour le déménagement. 3 points apparaissent pendant qu'elle tape, disparaissent, réapparaissent. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ces derniers temps? Je prends une profonde inspiration et tape ce qui pourrait être le message le plus honnête que j'ai jamais envoyé. J'ai besoin de prendre un peu de distance par rapport aux réunions de famille. La réponse est immédiate. Maman va être contrariée. Je pose le téléphone sans répondre. Pour une fois, ce n'est pas ma responsabilité. Debout devant le miroir de ma salle de bain, j'étudie mon reflet. Les mêmes yeux noisettes, le même nez droit, la même personne qui a passé 29 ans à espérer être sur un pied d'égalité. Quand l'espoir devient-il autodestruction? Je demande à mon reflet. De retour à mon journal, j'écris une autre question.
Que dirais-je à mes élèves s'ils étaient traités de cette façon? La réponse vient avec une clarté surprenante. Je leur dirais qu'ils méritent le respect. Je leur dirais que l'amour ne devrait pas exiger une preuve constante de sa valeur. Je leur dirais que parfois, la famille dans laquelle on est n'est pas équipée pour voir notre valeur. Je ferme les albums photos, range le grand livre des inégalités financières, et empile tout soigneusement dans une boîte de rangement. Pas pour oublier, pour préserver les preuves. Pour me rappeler en semaine que ce n'est pas imaginaire. Ce n'est pas une réaction excessive. Le schéma est réel. L'effacement est documenté. Et pour la première fois, je m'autorise à le voir clairement. Quand avez-vous réalisé qu'un schéma douloureux dans votre vie devait changer? 6 semaines plus tard, j'ai déjà pris mes nouvelles fonctions et je suis entièrement concentré sur moi-même. Le soleil entre à flot par les fenêtres de l'atelier de poterie alors que je plonge mes doigts dans l'argile fraîche. Le tour tourne, mes mains guident, et quelque chose de beau émerge de rien. Je viens ici tous les samedis matins depuis 6 semaines d'affilée, le reçu de 230 € pour le cours épinglé sur mon calendrier de cuisine avec un aimant qui déclare « Investissement en moi-même ». Tu as un don naturel pour ça, Élise, dit Myriam, l'instructrice. Ses cheveux striés d'argent tombent sur son visage alors qu'elle se penche pour examiner mon travail. La plupart des débutants se battent avec l'argile. Tu apprends à collaborer avec elle. La métaphore ne m'échappe pas. Pendant 29 ans, je me suis battu contre la perception que ma famille avait de moi au lieu de construire quelque chose de nouveau avec les matériaux à portée de main. Merci, dis-je, en appliquant une légère pression pour former le bord de ce qui deviendra un saladier. J'essaie d'être plus patiente avec le processus. Pas seulement avec l'argile, mais avec moi-même. Les mots de la séance de thérapie d'hier résonnent dans mon esprit aussi clairement que si la docteure Anne Weber se tenait à côté de moi, ta valeur n'est pas mesurée par leur reconnaissance. 85 € par séance, de l'argent que j'aurais autrefois dépensé pour des cadeaux élaborés pour des gens qui ne les ont jamais appréciés. Maintenant, ces fonds construisent mon paysage intérieur. Hier soir, j'ai retiré la dernière photo de famille du mur de mon salon. L'espace abrite maintenant 3 estampes encadrées que j'ai choisies chez un artiste local, des images d'arbres solitaires se tenant fort contre des cieux orageux. Ma bibliothèque s'est également transformée, se remplissant de volumes que j'ai choisis pour moi-même plutôt que des classiques littéraires que mon père insistait pour dire qu'ils représentaient des gens cultivés. Mon téléphone vibre. Le nom de ma mère apparaît sur l'écran avec sa tentative hebdomadaire de restaurer les anciennes dynamiques. Élise, ma chérie, je pensais que tu devrais organiser le dîner de Pâques cette année. Juliette est tellement occupée avec son nouveau projet, et cela te donnerait une chance de montrer à tout le monde tes talents de cuisinière. L'ellipse dans sa voix porte le poids d'un jugement tacite. Il y a 3 mois, j'aurais accepté immédiatement, désespéré de prouver ma valeur à travers des œufs mimosa parfaits dans un appartement impeccable. Aujourd'hui, je pose mes mains couvertes d'argile et tape une réponse simple. Je ne suis pas disponible pour organiser Pâques cette année. J'ai des engagements. Aucune explication, aucune excuse, juste une limite, aussi claire que la ligne entre l'argile humide et la table sèche. Très bien, dit Myriam, en hochant la tête vers mon bol. Tu es centré. Je le suis, à plus d'un titre. Le lundi matin apporte une validation inattendue à l'école. Le directeur Leblanc me convoque dans son bureau, faisant glisser mon évaluation d'enseignante sur son bureau avec un rare sourire réchauffant son visage habituellement sévère. C'est un travail exceptionnel, Élise. Les réponses des élèves à ton unité d'écriture créative étaient remarquables. Je n'ai jamais vu des chiffres d'engagement comme ceux-ci. J'accepte le dossier, parcourant les commentaires des élèves. L'un d'eux saute aux yeux, le devoir de Madame Dubois sur l'écriture de notre histoire de vie d'un point de vue différent a changé la façon dont je me vois. Je n'avais jamais pensé à être le héros au lieu de la victime. Les mots atterrissent dans ma poitrine comme une pierre chaude. Toutes ces années à me sentir invisible, et me voilà, aidant les autres à se voir plus clairement. Il y a autre chose, poursuit le directeur Leblanc. Nous avons besoin de quelqu'un pour diriger le programme d'écriture d'été. Votre esprit indépendant est exactement ce dont nous avons besoin. Il est accompagné d'une allocation, bien sûr. Le mot « indépendant » ne me pique plus, comme c'était le cas lorsque ma mère l'utilisait pour justifier sa négligence. Maintenant, il porte le poids du respect. Je serais honoré, je réponds en redressant les épaules. Cet après-midi-là, je reçois un courriel m'invitant à faire une présentation lors d'une conférence nationale sur l'éducation. Mon doigt plane sur le bouton de suppression,
mon premier instinct étant de supposer qu'il m'a été envoyé par erreur. Puis je me souviens des mots de la docteure Weber, suppose que tu mérites de bonnes choses jusqu'à preuve du contraire. Je clique sur « Accepter » à la place. Plus tard dans la soirée, j'ouvre mon application bancaire et transfère 460 € sur le compte intitulé « À compte maison », le premier dépôt de nombreux autres. Une maison qui sera vraiment la mienne, pas un espace que j'occupe en marge de la vie de quelqu'un d'autre. Le téléphone sonne à minuit. La voix sanglotante de Juliette remplit mon oreille avant même que je puisse dire bonjour. Il a rompu avec moi, Élise. Je n'arrive pas à y croire. David est parti juste après le dîner. J'ai besoin que tu viennes. Je ne peux pas être seul en ce moment. L'ancienne Élise aurait sauté du lit, enfilé des vêtements et traversé la ville à des vitesses dangereuses pour réconforter sa sœur. La femme que je deviens prend une respiration. Je suis vraiment désolé que cela soit arrivé, Juliette. Je peux te parler demain pendant ma pause déjeuner. Quoi? J'ai besoin de toi maintenant. C'est sérieux. Je comprends que tu souffres. Je suis disponible demain à midi. Mon temps compte aussi. Le silence choqué s'étend entre nous, un nouveau territoire qu'aucune de nous n'a jamais cartographié. Je suppose que je pourrais attendre jusqu'à demain, murmure enfin Juliette. Puis, quelque chose que je n'ai jamais entendu de sa part, je suis désolé, Élise. Je n'ai pas pensé à l'heure qu'il était. Après avoir raccroché, je reste éveillé, m'attendant à moitié à l'appel de suivi de ma mère, indignée par mon égoïsme. Il arrive à 19 h, sa voix en colère remplissant ma messagerie vocale d'accusations familières. Je le supprime sans l'écouter jusqu'au bout. Dans les semaines à venir, mon réseau de soutien s'élargit comme des ondulations sur une eau calme. Robert Martin, le professeur d'histoire dont la salle de classe est en face de la mienne, s'arrête à mon bureau après la dernière sonnerie. Je me demandais si tu aimerais dîner vendredi, dit-il, ses mains tripotant un trombone. Juste en ami, mais j'ai toujours admiré tes élèves. Tante Marguerite arrive pour une visite de week-end, dépliant la courte pointe de grand-mère sur mon lit avec des mains respectueuses. Elle a toujours vu ta lumière, Élise, même quand les autres ne la voyaient pas, dit Marguerite en lissant le tissu délavé. Elle a laissé ceci spécifiquement pour toi parce qu'elle savait que tu apprécierais son histoire. Mes camarades de poterie organisent une randonnée au Mont Blanc. Ma thérapeute note que ma posture a changé, s'ouvrant comme une fleur se tournant vers le soleil. Lors d'une réunion du personnel, lorsque le directeur sportif rejette ma suggestion d'intégrer l'écriture créative dans l'éducation physique, ma collègue Sandra prend la parole. Élise dit cela depuis des années. La recherche soutient son approche. Le texto du groupe familial sonne avec l'annonce du mariage du cousin Camille pour juin. Tout le monde répond avec une acceptation enthousiaste. Je tape simplement, je viendrai, mais je conduirai séparément. Le texto privé de ma mère arrive quelques minutes plus tard. Pourquoi es-tu difficile? Je considère une douzaine de réponses avant de me décider pour la vérité sans méchanceté. Établir des limites saines n'est pas être difficile. Dans mon calendrier, j'ai créé l'entrée « mariage ». 2 heures maximum. Amener Robert? Nous sortons ensemble depuis un moment. Le jardin de balcon que j'ai commencé prospère avec des herbes et des fleurs sauvages indigènes. Alors que la lumière du soir filtre à travers les feuilles, je suis assise avec mon journal ouvert sur mes genoux. Les pages contiennent moins de questions maintenant, plus de déclarations. Aujourd'hui, j'écris, la croissance nécessite à la fois de la distance et de la nourriture. Mes doigts, encore légèrement tachés d'argile, tracent les mots. Quelle graine de respect de soi êtes-vous prêt à planter dans votre propre vie? La question monte spontanément alors que je regarde une abeille naviguer entre les fleurs, déterminée dans son voyage. La réponse fleurit en moi, plus forte que n'importe quel doute ne pourrait la submerger, celles qui me permettront enfin de m'épanouir. Et dans les mois à venir, je montrerai enfin à ma famille qui je suis. Le jour du mariage, 3 mois plus tard, je sors de la voiture de Robert, lissant le tissu de ma robe vert sauge. La soie simple tombe juste en dessous de mes genoux, une élégance abordable qui a nécessité 3 mois de budgétisation minutieuse. Tu es magnifique, murmure Robert, sa main trouvant le creux de mon dos. Le country club s'étend devant nous, des pelouses manucurées s'étirant vers le Mont Blanc au loin. Le cousin Camille a bien choisi le lieu de son mariage, bien que je me demande comment l'oncle Georges a pu se le permettre avec son revenu de quincaillerie. Prête? Demande Robert. Je hoche la tête, plus sincèrement que jamais.
6 mois de thérapie et d'établissement de limites m'ont armé pour cette réunion de famille. Juliette nous repère immédiatement, agitant frénétiquement la main depuis l'entrée. Sa robe de cocktail à paillettes capte la lumière de l'après-midi, projetant des prismes dansants sur le trottoir. Trop formel pour un mariage en plein air, mais c'est Juliette toujours un cran au-dessus de ce qui est approprié. Élise, tu es vraiment venue. Elle m'embrasse près de la joue, un nuage de parfum entre nous. Et tu as amené un ami? Robert Martin, dit-il en tendant la main. Le collègue d'Élise. Et plus encore, j'ajoute fermement. Nous sortons ensemble depuis 3 mois. Les sourcils parfaitement épilés de Juliette se lèvent. Maman n'en a pas parlé. Maman ne sait plus tout de ma vie. Avant qu'elle ne puisse répondre, maman apparaît, son sourire aussi fin qu'un élastique usé. Ses yeux passent de l'un à l'autre, se posant sur mon simple collier en or, la robe, la présence stable de Robert. Élise, ma chérie, son étreinte semble mécanique. Ton appartement doit être à l'étroit avec de la compagnie ces jours-ci. As-tu pensé à déménager pour plus grand? L'ancienne piqûre familière menace, mais je respire à travers elle. Mon appartement me convient parfaitement. Papa s'approche, tirant sur son col. Le costume semble plus ample que dans mon souvenir. Voilà ma fille indépendante, dit-il en me tapotant maladroitement l'épaule. Ton appartement doit être trop petit pour toi maintenant. Même scénario, différent du bois. Je souris simplement. Tante Marguerite me sauve, arrivant avec une étreinte sincère. Regarde-toi, murmure-t-elle, tu te tiens droite. Elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule avant d'ajouter, tes parents ont des problèmes financiers. Les investissements de Thomas se sont effondrés. La cérémonie se déroule dans un flou de tulle blanc et de promesses. Pendant la réception, je remarque des détails qui m'auraient échappé auparavant. Papa se disputant avec le photographe en chuchotement dur sur les conditions de paiement. Le sac à main de maman pas son Dior habituel, mais une pochette en cuir usé avec une petite éraflure dans le coin. Et le plus révélateur, l'expression paniquée de Juliette lorsque le barman lui rend sa carte de crédit en secouant la tête. Le jardin derrière la salle de réception offre une évasion temporaire. Des rosiers grimpent sur des treillis, leurs fleurs de juin lourdes de parfum. Je respire profondément, comptant à rebours à partir de 10 la technique de la Dr Weber pour traiter la surprise sans réaction. Tu t'enfuis encore? Je me retourne pour trouver Juliette, son mascara légèrement bavé au coin des yeux. Je prends un moment, la corrige-je. La différence est importante. Elle s'affale sur un banc de pierre, d'une gaucherie inattendue. Tu es différente maintenant. Oui. J'ai réalisé à quel point tout était injuste. Les mots sortent, non répétés. Je suis désolé, Élise. J'attends, des années d'expérience m'apprenant que les excuses de Juliette sont souvent assorties de conditions. Ils ne peuvent plus me soutenir, continue-t-elle, la voix brisée. L'entreprise de papa s'effondre. Le condo va être vendu. Mes cartes de crédit sont au maximum. Je m'assois à côté d'elle, en maintenant quelques centimètres de distance. Ça a l'air difficile. Je n'ai jamais appris à me débrouiller seul comme toi. Une larme trace un sillon dans son fond de teint. Je ne sais pas comment vivre avec ce que je gagne réellement. Le coucher de soleil peint le jardin d'une lumière ambrée, transformant les paillettes de Juliette en petites flammes. Nous restons assis en silence, le premier silence confortable entre nous depuis l'enfance. De retour à l'intérieur, papa m'accule près de la table du gâteau. Tu as toujours été doué avec les finances, commence-t-il, la voix inhabituellement hésitante. Les enseignants ont d'excellentes compétences en matière de planification de la retraite. Je sirote mon champagne en attendant. Nous pourrions avoir besoin de quelques conseils. La famille qui est de la famille, tu sais. Avant que je puisse répondre, des parents nous entourent. Élise. J'ai entendu dire que tu es devenu chef de département, tonne l'oncle Georges. J'ai toujours su que tu réussirais. Maman apparaît à mon coude. Élise a toujours été notre pragmatique, dit-elle, ses doigts tordant nerveusement son alliance. Si responsable. De l'autre côté de la pièce, Robert discute avec sa sœur qui est venue d'Annecy. C'est l'enseignante la plus respectée de son école, l'entends-je dire, la fierté réchauffant sa voix. Juliette s'approche, soumise. Connais-tu des appartements abordables à Lyon? Peut-être avec des colocataires? L'ironie ne m'échappe pas après des années d'invisibilité. Soudain,
tout le monde me voit. Pas pour qui je suis, mais pour ce que je pourrais fournir. Quand papa mentionne une assistance familiale temporaire, plus tard, je maintiens une distance polie sans cruauté. Je ne suis pas en mesure d'aider financièrement, je lui dis directement. Mon budget est soigneusement équilibré avec mes propres besoins. À Juliette, j'offre ce dont elle a réellement besoin. Commence par un budget et des colocataires. C'est comme ça que j'ai survécu à mes 3 premières années d'enseignement. Maman tente la culpabilité, sa spécialité. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Émotionnellement ou financièrement, je demande calmement. Son silence répond plus sincèrement que les mots ne pourraient le faire. À 9 heures, je retrouve Robert au bar. Prête à partir, je demande. Le soulagement dans ses yeux reflète le mien. Quand tu veux. Nous nous éclipsons pendant le lancer du bouquet, conduisant vers Biarritz plutôt que de retourner à Lyon. L'air de la nuit transporte le sel et la liberté alors que nous marchons pieds nus le long du rivage, nos chaussures pendant à nos doigts. Tu as géré ça magnifiquement, dit Robert. Je regarde le clair de lune onduler sur l'océan. Parfois, le plus grand cadeau est de voir clairement. Les vagues se brisent et se retirent, un rythme plus ancien que les schémas familiaux. Je me demande combien d'autres ont trouvé la force de s'éloigner des attentes qui ne les ont jamais servis, choisissant plutôt le chemin incertain du respect de soi. L'océan ne répond pas, mais d'une manière ou d'une autre, je n'en ai plus besoin. Une semaine après le mariage, je suis arrivé chez mes parents à 6 heures précises, garant ma Peugeot à côté de la DS automobile de papa qui montre maintenant des plaques de rouille autour des passages de roues. 2 heures. C'est tout ce que j'ai alloué pour cette importante discussion familiale. Le minuteur de ma montre est déjà réglé. La lumière du porche d'entrée vacille faiblement à mon approche. Aucune couronne de Noël n'orne la porte en cette soirée de juin, mais le poids familier de l'attente pèse lourdement dans l'air printanier. Je frappe au lieu d'utiliser ma clé. Maman répond, son sourire trop éclatant, son étreinte trop forte. Élise, tu es magnifique. Cette promotion te va bien. J'entre dans le salon, où les meubles semblent étrangement réarrangés. Le canapé d'angle en cuir italien a disparu, remplacé par un canapé beige générique. Des photos de famille bordent toujours les murs, mais le vase en cristal coûteux qui domine normalement la table basse est absent. Papa se lève de son fauteuil, les épaules légèrement voûtées. Ponctuel comme toujours, Élise. J'ai une réunion du personnel demain matin, j'explique. Je peux rester jusqu'à 8 heures. Juliette est assise dans le fauteuil du coin, ses doigts se tordant sur ses genoux. Elle fait un petit signe de la main, mais reste inhabituellement silencieuse. Maman entre avec un plateau de tasses à café. J'ai fait tes biscuits au citron préférés. La famille doit rester unie dans les moments difficiles. Le nom du bois a toujours représenté quelque chose dans cette communauté, commence papa sans préambule. Il arpente devant la cheminée où aucun feu ne brûle malgré la fraîcheur du soir. Maman s'assoit à côté de moi, sa main cherchant la mienne. Nous avons toujours été si fiers de toi, Élise. Ton indépendance, ta détermination, ce prix d'enseignement. Tu n'as jamais eu besoin de grand-chose de nous. Ma peau picote de reconnaissance familière. Le scénario n'a pas changé, seulement les circonstances. Je sirote mon café et j'attends. Le ralentissement du marché a été particulièrement brutal pour la société d'investissement, poursuit papa, sa voix luttant pour retrouver son autorité habituelle. Notre portefeuille. Eh bien, il y a eu des pertes importantes. La banque a appelé à propos de l'hypothèque, ajoute maman, sa voix tombant en un murmure. Nous pourrions perdre la maison. Papa s'éclaircit la gorge. Le renouvellement du bail de Juliette arrive le mois prochain. Ce complexe d'appartements du centre-ville a encore augmenté les tarifs. Maman me serre la main. Nous avons remarqué que ton rectorat a annoncé ce nouveau poste de chef de département, celui avec l'augmentation substantielle. Les pièces s'emboîtent avec une clarté parfaite. Je pose ma tasse de café soigneusement sur la table. Nous nous demandions juste si tu pourrais temporairement aider avec les dépenses de Juliette, dit papa, le mot « temporairement » s'étirant finement entre nous, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. La famille qui est de la famille, ajoute maman, son sourire vacillant. Tu as toujours été notre roc. La pièce tombe dans le silence. Juliette étudie sa manucure coûteuse, la honte colorant ses joues. Je dois dire quelque chose qui aurait dû être dit depuis longtemps, ma voix semble plus stable que je ne le sens. Je sors de mon sac à main la carte de Noël,
maintenant légèrement usée sur les bords après les mois où je l'ai portée. Je la pose sur la table basse. C'est à ce moment-là que j'ai enfin vu la vérité. Papa jette un regard dédaigneux à la carte. Une carte de Noël? Vraiment, Élise, nous discutons de questions financières sérieuses ici. Il ne s'agit pas d'argent. Je trace la scène de montagne en papier avec mon doigt. Il s'agit de 29 ans de messages me disant que j'ai moins d'importance. Les 16 ans de Juliette à l'hôtel Intercontinental alors que mon 13e anniversaire a été célébré avec un gâteau de supermarché. Ma bourse d'études universitaires avec votre note disant que je devrais travailler à temps partiel alors que vous avez entièrement financé l'école de mode de Juliette et son semestre en Italie. Le visage de maman perd sa couleur. Nous n'avons jamais voulu. Je ne crois pas que vous l'ayez fait consciemment, je continue. Mais c'est arrivé de manière constante. Chaque anniversaire. Chaque Noël. Chaque étape importante. C'est ridicule, le visage de papa rougit d'indignation. Nous t'avons donné tout ce dont tu avais besoin. Mais jamais ce qu'elle voulait, dit soudainement Juliette. Tous les yeux se tournent vers elle. Elle a raison. Nous l'avons toujours traitée comme moins importante. Je l'ai vue toute ma vie et j'en ai profité. La bouche de papa s'ouvre, puis se ferme. La fondation de la mythologie familiale se fissure visiblement sous mes yeux. Il ne s'agit pas de punir qui que ce soit, dis-je. Mais si nous voulons une relation à l'avenir, cela commence par le respect et l'égalité. Donc tu n'aideras pas ta sœur? Les larmes de maman coulent librement maintenant, sincères plutôt que stratégiques. Je ne dis pas ça. Je dis que je ne serai pas la solution financière de la famille tant que le schéma continue. Je ne financerai pas l'appartement de luxe de Juliette alors que j'ai lutté pour me payer mon propre logement. Je ne contribuerai pas à une dynamique où je donne tout et ne reçois rien. Après tout ce que nous avons fait pour toi, la voix de papa monte brusquement, révélant ses véritables attentes. C'est comme ça que tu nous rembourses? Je propose quelque chose de mieux que l'argent, je réponds, ma voix égale. Je propose l'honnêteté. Je propose la chance d'une relation construite sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Elle ne nous doit rien, dit Juliette calmement. Rien de tout cela n'est de sa responsabilité. Le silence qui suit semble être le premier moment honnête que nous ayons partagé depuis des décennies. Je me lève en lissant ma jupe. J'ai besoin de la reconnaissance de ce qui s'est passé. J'ai besoin que mes limites soient respectées. Je suis prête à aider Juliette à trouver un appartement abordable, à créer un budget, à postuler à des emplois. Mais je ne sacrifierai pas ma sécurité financière ou mon respect de soi. Les épaules de maman sont secouées de sanglots silencieux. Papa regarde par la fenêtre, le dos raidi par l'orgueil. Réfléchissez à ce que j'ai dit. Je prends mon sac. Je vais sortir seul. L'air de la nuit est purifiant alors que je marche vers ma voiture. Les étoiles percent l'obscurité au-dessus, témoins d'une vérité enfin dite. Je réalise, en démarrant le moteur, que la vérité n'a pas besoin d'être dure pour être puissante. Elle a simplement besoin d'être dite. Quelle vérité avez-vous eu besoin de dire, même lorsque les autres n'étaient pas prêts à l'entendre? Je déverrouille la porte de mon nouvel appartement à Lyon, la clé glissant dans la serrure avec un clic satisfaisant. Un an après cette révélation de Noël, ma vie est transformée non pas par ce que les autres m'ont donné, mais par ce que je me suis enfin donné, la permission d'avoir de l'importance. Dernière boîte, annonce Robert, posant un carton étiqueté « Livre » sur le sol en bambou que j'ai choisi moi-même. Sa présence constante ces derniers mois est devenue un réconfort dont je ne savais pas avoir besoin. Pas un sauvetage, mais un partenariat. Je trace du doigt la clé de la maison encadrée montée sur le mur de l'entrée. En dessous, une simple plaque indique, 16 500 €, le prix de la liberté. Chaque euro représentait des mois d'heures supplémentaires, une budgétisation minutieuse, et le fait de dire « non » aux attentes familiales qui me consumaient autrefois. Le poste de chef de département te va bien, remarque tante Marguerite, arrangeant des fleurs sauvages dans un vase en céramique que j'ai créé en cours de poterie. Elle me touche l'épaule, ses yeux plissés de fierté. Tu as construit cette vie brique par brique, Élise. Le soleil de l'après-midi se déverse à travers les fenêtres que j'ai passé des heures à choisir, projetant des rectangles dorés sur la table à manger dressée pour 4. Pas une grande réunion, mais une réunion intentionnelle. Robert, tante Marguerite et Juliette me rejoindront pour le dîner. Mes conditions, mon espace, mes limites intactes. Le texto de papa est arrivé ce matin,
j'espère que le déménagement s'est bien passé. 5 mots représentant sa lutte pour naviguer dans notre nouvelle réalité. Maman appelle maintenant chaque semaine, sa conversation prudente mais de plus en plus sincère. De petits pas vers ce qui pourrait un jour devenir une connexion authentique. Juliette arrive, portant une plante d'intérieur et une bouteille de vin de milieu de gamme. Ces sacs de créateurs ont disparu, remplacés par une tenue de travail raisonnable de leur premier vrai emploi. La recherche d'appartements se passe bien, dit-elle en m'aidant à disposer les assiettes sur la table. Ma colocataire travaille en comptabilité, elle m'apprend à gérer un budget. Sa voix a une humilité nouvelle qui me surprend parfois. Plus tard, alors que Robert m'aide à accrocher des rideaux dans la chambre, ses mains stables sur la perceuse, il demande « As-tu pensé à l'été prochain ?» Ce chalet au Mont Blanc est toujours disponible à la location. Je souris, n'ayant plus peur des possibilités futures. J'aimerais beaucoup, je réponds simplement. Quand tout le monde est parti, je me prépare pour ma première nuit seule dans ma nouvelle maison. Je place la carte de Noël, ce catalyseur de changement à 2 €, dans un cadre simple sur mon bureau. Ce qui symbolisait autrefois l'invisibilité représente maintenant la force découverte à travers la douleur. J'ouvre mon journal, passant mes mains sur une page blanche avant d'écrire « La valeur est inhérente, non gagnée ou accordée par les autres ». À l'école, une jeune enseignante est venue me voir hier, les larmes coulant sur son visage après une réunion de famille où ses réalisations ont été rejetées. J'ai reconnu ce regard blessé bien trop bien. Tes limites ne sont pas égoïstes, je lui ai dit, en lui offrant des mouchoirs et la validation dont j'avais moi-même désespérément besoin. Mon compte d'épargne augmente régulièrement, maintenant étiqueté « Rêve futur » au lieu de « Fonds d'urgence ». L'atelier de poterie local a appelé hier pour exposer mes pièces le mois prochain. De mon petit balcon, je regarde le coucher de soleil de Lyon peindre le ciel de teintes aquarelles. Il y a un an, j'étais assise dans ma voiture, sanglotant à cause d'une carte sans signification. Ce soir, je suis entouré d'une vie construite selon mes propres termes. Le cadeau, je murmure à l'air du soir, c'était de me trouver. Je ferme mon journal, n'ayant plus besoin de validation externe pour connaître ma valeur. En éteignant la lumière du Porsche, j'entre dans des pièces meublées avec intention et respect de soi. Un amour qui doit se mériter n'est pas du tout de l'amour.